Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Vlan dans cet épisode un peu particulier où on va créer une rencontre. Et en particulier, on va parler de solitude. Et donc, je suis hyper content de faire rencontrer Raphaël Quenard, qui sort un film qui s'appelle I Love Pérou, et Charles Pépin, qui est philosophe. Et Raphaël, Alors, j'ai pas vu le film. J'étais pas à Cannes. Ils t'ont pas envoyé un lien ? Non, ils m'ont pas envoyé le lien. Mais je sais que ça parle de solitude, ça parle de la galère de l'artiste, du comédien, et ça parle aussi de rupture amoureuse. Ouais, plus de deuil amoureux et d'acceptation que de solitude en soi. D'accord. Mais l'acceptation passant par l'acceptation notamment de la solitude. Ok. Parmi un florilège d'autres paramètres auxquels on doit se résigner. Avant d'aller sur le film, il y a un truc qui vous rejoint tous les deux. Vous avez écrit un bouquin. Et il y a vraiment cette idée de la solitude de l'auteur. J'aimerais bien que vous m'en parliez l'un et l'autre. Le fait d'écrire un bouquin, c'est super dur. Et c'est vraiment un moment de solitude aussi, non ? Toi, tu veux commencer, Charles ? Ouais, si tu veux. Écoute, c'est marrant comme question parce que ce qui est dingue, c'est le contraste entre le moment de l'écriture et le moment de la sortie. Ouais. Et déjà, tu peux dire que quand tu écris, tu es seul et quand tu le sors, tu as des lecteurs et des retours et tout. Mais on peut voir les choses autrement. C'est qu'il y a des rares moments où, toi, tu parlais de galère, de souffrance. Il y a aussi des moments de kiff, de joie de créateur. Et quand c'est bien, c'est assez rare d'ailleurs, mais quand tu le sens bien, quand ça... Mais tu l'as écrit d'un coup, d'un seul, d'un bloc, en plusieurs semaines d'enfermement ou tu... Non, plusieurs fois, plusieurs mois, des blocs d'une semaine et tout comme ça. Mais quand tu as la joie du créateur, même si c'est rare, tu n'en as plus rien à faire de ce qui va se passer après, de la reconnaissance, de la rencontre des autres. Mais comme cette joie, à un moment, elle s'en va, tu te retrouves en manque, et après, tu vas vouloir compenser. Parce que tu as perdu la joie du créateur, et c'est là que tu vas avoir envie de succès, envie de reconnaissance, envie de critique. Mais quelque part, c'est une consolation, c'est une compensation, parce que tu étais trop bien dans la solitude du créateur, en fait. De l'absence de l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, c'est parti, tu te sens tout vide, et là, tu as envie des autres, mais c'est juste une compensation, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, après, c'est des moments de pur kiff, d'adrénaline et je les vivais vraiment du fait même de la solitude et de savoir, comme j'avais pas de perspective d'édition et que j'écrivais ce truc vraiment pour moi comme un petit champ d'amusement personnel, j'avais pas l'idée de la confrontation et le vertige de devoir l'exposer à des autres yeux et des autres cœurs. Ouais. Et du coup, c'était vraiment le fait même d'être seul et d'écrire des choses parfois qui peuvent paraître dérangeantes si jamais je savais qu'elles allaient être lues par soit ma mère, soit mes amis, soit mon entourage. Et donc, c'était vraiment la jouissance, c'était l'isolement. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle un bon souvenir. Quand j'ai écrit mon premier roman, donc il y a genre, je sais pas, 25 ans, plus même. Et en fait, je suis allé m'isoler à la campagne, en Bourgogne. Et rien que le souvenir de me lever, d'être tout seul, de ce soleil, de voir personne, ça n'avait pas duré très longtemps, je dirais peut-être 3 semaines. Je n'ai pas tout fait en 3 semaines. Il y a eu 3 semaines qui, à cet âge-là, vers 26-27 ans, en fait, j'étais jamais 3 semaines tout seul dans aucun endroit. Et ben, je me souviens d'un moment magique avec soi, où le temps s'étire, on a ces pensées qui viennent, on est aussi totalement libre, et c'est presque plus important que le livre, je trouve. Ah. Ouais. Mais c'est quand même une alternance un peu fastidieuse, parce que parfois, je sais pas toi Charles, mais il vient un temps où l'inspiration, elle manque quand même, et où ce que t'écris, c'est quand même un peu rébarbatif, poussif, et ça souffre d'un manque d'inspiration, et il y a aussi des périodes de frustration, non ? Ah bah, évidemment, elles sont plus nombreuses même que les périodes de joie. Ouais, voilà. Mais c'est aussi ça la solitude. Moi, je la vois comme une sorte de royaume qu'on arpente, et bah, comme dans tous les grands royaumes, comme dans toutes les grandes balades, bah, y a des moments... Les montagnes rocailleuses. Ouais, il y a des moments où la vue se dégage. Le Mordor, avec les armées adverses qui viennent te contrer. Et puis il y a surtout des moments pourris
d'ennui, plat, monotone. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, tout seul, au fond de la campagne, de la forêt? Mais c'est pas là que t'es créatif? Bah, t'es créatif parfois, mais pas toujours. Ouais, non. C'est quoi votre rapport à la solitude, tous les deux? Attends, j'ai une petite question vas-y, pour vas-y. Charles, juste. Est-ce qu'il y a un moment, tu as voulu écrire et vraiment, tu t'es... Parce que tu as écrit combien de livres, Charles? J'en ai écrit 17. Ah oui, oula. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu as été confronté à une longue période de vide et de manque d'inspiration? Non, j'ai pas ce problème-là. Parce que tu te forces à une discipline d'écriture. Non, j'ai aucune discipline du tout. Je supporte pas ces écrivains qui disent oui, mais moi le matin j'ai ce petit rituel et puis j'ai rendez-vous avec ma table et tout. Moi ma vie est complètement déstructurée. Parfois j'écris la nuit, parfois le matin, parfois en vacances, parfois quand je bosse. Donc j'ai pas de discipline et d'ailleurs j'en souffre. Mais en revanche, c'était quoi ta question d'ailleurs? Bah du coup c'était ça. C'était est-ce qu'il y a un moment où t'étais... Ça me revient. En En fait, fait, j'ai pas de moment où ça vient pas, mais j'ai beaucoup de moments où ça vient où c'est nul. Mais j'ai pas de moment où ça vient pas. Et t'arrives à les identifier quand c'est nul ou dans l'élan t'es grisé par ton ivresse créative? Les deux. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est mon meilleur ami, qui est aussi mon éditeur depuis plein de livres, qui s'appelle Guillaume Allary. Et en général. À la réédition? Ouais. Et en général, Diane Brasseur. Diane Brasseur. bien Tu sûr. connais Diane Bien Brasseur? sûr, elle est script dans le cinéma. Ouais, bah on a Et fait un film avec Diane Brasseur, son livre Les Fidélités, elle. c'est Fidélité. le premier livre de chez la réédition. Exactement. Et je l'ai monté avec Guillaume cette maison. Ah ouais? Ouais. Ah oui, donc C'est une savais maison pas. de potes, en fait. J'adore alors. Là, on fait un film là avec Diane Brasseur. Là dimanche on la rejoint. Et attends, je vais t'apprendre un truc. C'est que j'avais écrit un roman qui s'appelle Les Infidèles. Genre mon deuxième roman. Qui est adapté par Gilles Lelouch pas et du Jean tout. Dujardin. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Tu racontais tes coucheries? Non, pas du tout. C'est les infidèles plutôt au sens par rapport à la religion, quoi. Mais du coup, comme quand Guillaume a sorti son premier livre dans sa maison d'édition, Les Fidélités, bah justement, il m'a demandé si j'étais d'accord parce que comme il avait édité mon livre Les Infidèles, donc ça faisait une résonance. Et c'est le livre de Diane Brasseur que j'avais trouvé hyper bon d'ailleurs. Qui était un carton. Ouais. Il a lancé la maison en fait. Ah ouais. Et juste après le livre de Diane Brasseur, moi j'ai sorti mon roman La Joie, qui est le deuxième livre de la maison Allary. Mais bon, pour te répondre, donc c'est lui qui me dit que c'est nul en général. J'arrive tout content, je suis chaud, je dis putain regarde, je lui envoie 50 mails et tout. Et souvent il me dit Charles, c'est nul. C'est l'histoire de ton dernier bouquin d'ailleurs, non? Tu m'as dit que t'avais dû tout réécrire. Ah ouais, non, je le réécris souvent avec lui. C'est sur quoi le dernier? Le dernier c'est Vivre avec son passé. Vivre avec son passé. Ouais. Mais c'est un essai de philo et psychologie, quoi, neurosciences. Et ça c'était un gros travail sur 3-4 ans, donc j'ai pas tout réécrit, mais Ouais, j'étais parti sur une mauvaise piste. En fait, j'étais parti sur l'idée que le passé, on peut pas le changer, donc faut bien l'accepter. Et après, quand j'ai bossé les neurosciences, la nature des souvenirs, je suis arrivé carrément à l'idée opposée, qui est qu'on peut retravailler les souvenirs pour mieux les accepter. Autrement dit, plutôt changer le passé pour l'accepter, plutôt que accepter le passé parce qu'on ne peut pas le changer. Ouais. Voilà. Bam. Et tu peux même changer l'avenir en faisant ou même modifier le présent en faisant des rêves lucides. Ouais, Tu maîtrises toi les rêves lucides? Non, je maîtrise pas les rêves lucides. Toi, tu maîtrises Non, Parfait. mais on m'a terrifié avec cette notion parce qu'on m'a expliqué que si jamais tu commences à t'exercer et à commencer à gérer le truc, tu peux en venir à te suicider parce que tu as des moments d'un tel plaisir dans tes rêves, puisque tout est possible, tout ce qui s'offre à toi en ce bas monde devient touchable, quoi. à portée de main. Et du coup, le retour dans le réel, il est tellement décevant que des gens se donnent la mort. Ah ouais, c'est mieux que la drogue, quoi. A priori. Tu parles en ton nom. Pourquoi tu connais les effets de la drogue? Un petit peu. Pour l'exercer de façon récurrente? Pas récurrente. C'est quoi ton rapport? Tu m'as pas répondu, du coup. C'est quoi ton rapport à la solitude? Qui, à moi? À toi, ouais. Moi, je la recherche et je la traque. Ouais. Parce que souvent, elle est rendue difficile d'accès par toutes les choses que tu fais. À la fois, t'es obligatoirement plongé dans une effervescence et elle est nourrissante parce que c'est de ça que tu t'inspires et parce qu'on est des vampires, les artistes. Mais donc je la traque et c'est vraiment pour moi la passerelle la plus courte entre soi et son cerveau reptilien qui nous donne la bonne direction à suivre.
Et du coup, j'ai besoin d'éprouver des moments comme ça. Donc tu la souffres pas, quoi. D'isolement. Ah non, moi au contraire, je la recherche, je la trouve d'un niveau de jouissance qui défie toute concurrence. Hein. Ah ouais, ok. La solitude, toi, tu en souffres? Moi, j'en souffre un peu de temps en temps. Ah ouais? Bah, en fait, ce que tu dis, Raphaël, c'est que tu as besoin de la solitude pour t'écouter, pour avoir une intuition, pour savoir de quoi tu as envie. Et voilà, moi je suis d'accord. Mais par contre, c'est pas l'isolement. Là, Ouais. Je pense qu'il faut distinguer l'isolement Ah oui, bien sûr. que la vie t'impose, qui est dur, surtout quand tu vieillis, par exemple, de la solitude qui peut être choisie ou recherchée, et qui quelque part est une façon de se retrouver loin du vacarme du monde, loin des regards des autres aussi, et pour savoir un peu à quoi t'aspires, quoi. Mais d'ailleurs, Raphaël, dans le film, bah, j'ai compris que c'était à propos d'une rupture amoureuse et on va y revenir, mais tu montres aussi la galère. Attends, j'ai juste une question pour Charles, parce que Vas-y. j'y réfléchissais. Cool. Mais la solitude, si tu la recherches à un moment, elle débouche sur une forme d'isolement. Et que de toute façon, tu dois apprendre à dompter aussi, si tu veux éviter les affres de la mort. Non, mais t'as raison. Mais d'ailleurs, La pulsion suicidaire. il y a un autre sens à notre sujet, c'est la conscience morale. En fait, dès que tu te poses une question morale, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que là, j'ai pas été une merde? Est-ce que là, j'ai pas été en dessous de ce que je devais être? Enfin, la conscience morale, même si t'es entouré de gens, en fait, t'es dans une solitude. Parce que t'es seul face à ta conscience. Et à mon avis, ça, c'est aussi un aspect du sujet important. T'as pas besoin d'être isolé pour être seul face à ta conscience. Et cette conscience morale, je pense elle n'a de sens que dans la solitude. Ouais. Oui, parce qu'il y a les effets de groupe, c'est ça que tu veux dire. Quand t'es en groupe, ta conscience, elle peut pas forcément Ouais, déjà, il y a ça, t'as prendre sa raison. place et s'exprimer. Ouais, déjà, il y a ça. Il y a le fait que dans un groupe, tu peux être influencé et pas savoir ce qui est bien. Mais il y a surtout le fait que toi, ton action par rapport à ton remords, par rapport à ta mauvaise conscience, même si t'es entouré, c'est un face-à-face avec toi-même. Quand tu dis, je peux pas me regarder dans le miroir si j'ai fait ça, ou j'ai ma conscience pour moi, tout ça, c'est un champ lexical de la solitude. Et même si on est entouré dans une société, on a cette solitude morale. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose dont parle très bien Michel Houellebecq, qui dit qu'en fait, on est seul, même quand on est entouré, on peut se sentir seul. Encore plus. Voilà. C'est exactement là où j'allais en venir, parce que je me disais, Raphaël, toi, le film, je sais que vous avez galéré pour le sortir. Et ce que tu montres, c'est aussi la galère de l'artiste. Mais je me dis, en fait, il y a cette solitude-là, tu vois, et c'est dur parce que voilà, t'es tout seul et il y a personne qui te veut te voir sur leur film. Mais après, une fois que t'es connu, t'as aussi pas mal de Mais tu solitude. sais qu'elle est trop bien, cette solitude, parce qu'à plus t'es seul, et à plus tu fais la chose dans son coin, à plus j'ai l'impression que la chose en question, elle va devenir particulière. Parce que quand t'es dans une forme de marge, tu développes un truc qui est inévitablement hors des standards. Et du coup, ça va être d'autant plus savoureux si tu arrives à en venir à terme et à concrétiser le truc. Si justement c'est plein de toutes ces particularités, parce que ça va surprendre. Et c'est la Mais faut accepter surprise. d'être dans la marge. Hein? Faut accepter d'être dans la marge, c'est pas facile. Parce qu'en fait, en général, comme on est des animaux sociaux, on essaie vraiment de rentrer dans le rang, quoi. Non? Moi, Pas toi. je t'avoue l'inverse. J'avais l'impression, j'ai eu une expérience militaire, Ouais. brève, hein, mais ce genre de formation militaire. Et au contraire, moi, je souffrais de ça, de la désindividuation ou désindividualisation. Charles, je sais pas si c'est le bon terme. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Ouais. Mais du coup, on t'enlevait justement, ta conscience, elle t'était enlevée et tu devais te rallier à une opinion globale qui est du coup perturbante, parce que tu sais que c'est en désaccord avec ce que toi t'éprouves. Et du coup, franchement, c'est pour moi invivable en tout cas. Mais attends, ce que tu dis là. Et j'ai pas envie d'être, même dans un groupe, j'ai ni envie de me fondre dans une forme de meute, ni envie de prendre le lead et de faire un peu, d'indiquer le bon chemin. Moi, je jouis plus dans une position d'électron libre, comme ça, un peu un zébulon. Pour te donner une image, Mais finalement, on arrive sur un autre plan, un plan de la question qui est vachement beau, c'est que la solitude, c'est la singularité. En fait, dès que t'es toi-même, t'es seul à être toi-même. Et à vrai dire, on est tous seuls à être nous-mêmes. On pourrait presque dire qu'un individu singulier, c'est un individu qui est seul en lui-même à être lui-même. Et ça, c'est une belle idée de la solitude. On peut la tirer vers la singularité, c'est un peu ce que tu dis, Raphaël. Et c'est vrai que c'est très oppressant, quoi.
cette société de la norme, du conformisme, des followers. C'est clair. C'est vraiment, c'est très dur en fait. C'est ce que raconte Freud dans son livre Le malaise dans la civilisation. C'est hyper dur. La société nous demande de pas faire de pas faire de vagues, quoi, de prendre notre place dans un rang, dans un ordre. Et c'est le titre du livre. S'il y a un malaise dans la civilisation, c'est parce qu'au fond la société elle a besoin de normes et d'obéissance et de docilité, mais nous, individus seuls à être. Est-ce que tu es sûr de ça, Charles? Ouais. Parce que regarde, quand quelque chose nous interpelle, c'est à la base de cette interpellation, c'est une forme de surprise. Donc c'est une forme de déviance par rapport au standard. Donc peut-être faudrait-il encore plus dans la société de l'attention se concentrer sur développer et déployer des particularités. Attends, évidemment, la société a besoin des deux. Elle a besoin de talents singuliers qui ont des idées, qui font des ruptures, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais elle a d'abord besoin, toutes les sociétés, pour fonctionner, tu vois. Pour la masse. Ouais, c'est ça. La masse. Tu parles d'une famille, d'une entreprise, d'une nation, d'une armée, comme tu disais. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'être ensemble. Donc en fait, le malaise de la civilisation, il est là, c'est que ce dont la société a surtout besoin, c'est surtout ce qui nous empêche de développer notre singularité. Cette espèce d'autre sens du mot solitude. Mais comme tu l'as très bien dit, la société elle a besoin des deux. Et c'est ça le malaise dont parle Freud, c'est qu'on nous demande en même temps, et à l'école par exemple, de rentrer dans le rang, et aussi de nous distinguer par notre singularité. Et c'est dur. J'allais te demander la solitude de la notoriété, mais que vous connaissez un peu tous les deux, j'imagine, mais je pense que c'est pas évident non plus quand t'as genre plein de gens autour de toi dans la rue, machin, et que tu rentres chez toi et t'as cette solitude aussi. Enfin, je sais pas, c'est un truc que je me dis, moi, je sais pas, j'ai pas cette notoriété. Donc, après, moi, je pense qu'on n'est pas non plus Whitney Houston ou Mariah Carey. Où j'avais vu un film, un documentaire, Whitney de Kevin McDonald, qui est extraordinaire. Ouais. Et la mère de Whitney Houston, elle explique que Whitney Houston, tellement elle se sent seule et incomprise, ils se rejoignent dans des hôtels à Beverly Hills avec Michael Jackson et qui passent des après-midi face à face à se regarder sans parler. Ah ouais. Parce qu'ils se comprennent avec les yeux. Si, je te jure, elle est incroyable quand elle raconte cette anecdote. Wow. Nous, on est très loin de ça. Hein. Ouais, ça j'imagine. Il n'y a pas du tout de truc. Moi, franchement, c'est pas du tout. Au contraire, il y a des gens dont tu vois que il y a une forme d'intérêt qui se développe dans le rapport. Au final, t'essayes petit à petit d'évacuer ça de ton cercle intime. Ouais. Mais honnêtement, mis à part ça, ça permet surtout de faire le ménage et de se recentrer sur des personnes plus essentielles pour toi et ton évolution. Tu vois. Ouais. Non, moi, je te rassure, Grégory, j'ai pas ce problème de solitude de la notoriété. Ok, très clair. J'ai bien aimé ce que tu disais, Raphaël, sur et en particulier pour les gens qui nous écoutent ou quoi et qui veulent devenir comédiens ou artistes, le fait d'être singulier, ça fait penser aux frères White, tu sais, qui ont créé l'avion. Tu sais, parce qu'en fait, j'écris tout un truc sur l'intelligence artificielle et tout ce que ça allait voler et tout ce que ça allait pas voler. Et il y a Rick Rubin, je sais pas si vous voyez, c'est tu dois le connaître, non, Rick Rubin, c'est un producteur de musique qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Creative Act. Ouais, bien sûr. Et qui dit, en fait, l'IA, elle est raisonnable, l'humain, il est pas raisonnable. C'est là où il a les idées les plus folles. C'est là où en fait il sort du cadre et typiquement il aurait jamais les frères White quand ils ont inventé l'avion, l'IA elle aurait pas pu inventer l'avion, elle peut t'aider à améliorer le process, mais elle va pas inventer l'avion à ta place. Il y a pas des IA disruptives justement non, parce qu'en fait elle se base sur ce qui existe par définition. Ça dépend, c'est toute la question. J'ai l'impression que ce que tu dis, Grégory, c'est ce qu'on disait il y a 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, ça évolue très vite, tu vois. Ouais, mais quand même. Il y a 3 mois en IA, c'est déjà. C'était il y a 4 ans, c'est plus que des chats, quoi. C'est comme les chats. Moi, j'ai vachement bossé cette question et tout. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 mois, avant les dernières moutures, notamment le ChatGPT, tout le monde disait exactement ce que tu dis, Grégory, à savoir l'IA ne fait que du traitement de données statistiques sur une immense quantité de données, mais qui sont nécessairement les données du passé. Ouais. Du coup, nous, les humains, on peut faire jaillir une idée absolument nouvelle. C'est l'exemple que tu prends. Et pour le jaillissement inouï de la nouveauté, on ne sera jamais dépassé par les IA. Mais est-ce que c'est absolument nouveau? Parce qu'à chaque fois, les idées, elles sont dans l'air. Exactement. Ouais. 2 objections à ça. La première, c'est que si ça se trouve, même les humains qui ont eu une idée nouvelle, en fait, elle ne vient que de ressaisie du passé
sous une forme nouvelle, mais elles sont même pas dans un jaillissement pur. Dans ce cas-là, on n'a rien de plus que l'IA. Et deuxième objection, d'après ce que disent des spécialistes aujourd'hui de l'IA, et comme tu viens de le dire, Raphaël, il y a des IA qui inventent encore plus que nous, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas être trop... Moi, j'y crois pas trop à ça. Mais en fait, on croit qu'on invente en se prenant pour Dieu, parce que c'est une invention, c'est quand même une forme d'élan divin. Clairement. Mais moi, je crois, je sais pas si c'est ça que tu défendais comme idée, Charles, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'invention. C'est juste que il y a des gens qui accumulent et qui grappillent des références dans tout un tas de domaines et qui, une fois combinées dans leur cerveau, elles forment une nouvelle idée. Mais c'est pas vraiment une invention, c'est la progression et l'excroissance de tout ce qu'ils ont acquis. Raphaël, un très bon exemple pour confirmer ta thèse, c'est que par exemple, on dit les Grecs ont inventé la démocratie athénienne, et on parle même du miracle grec, ils auraient inventé un truc qui n'existait pas auparavant. Et aujourd'hui, on sait qu'il y avait plein de trucs qui approchaient de ça dans les cités voisines, juste avant, en Macédoine ou ailleurs, et que finalement, cette invention de la démocratie, c'est juste une synthèse un tout petit peu nouvelle de quelque chose qui était déjà né, qui avait déjà essaimé, qui s'était esquissé de plein de façons, et ils ont juste ressaisi une multiplicité d'esquisses dans un truc un tout petit peu nouveau. Et on a parlé de miracle grec, tu vois. Et en fait, l'invention, c'est du marketing, c'est du storytelling. Ouais, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas d'invention, ça n'existe pas. C'est juste une façon de raconter le surgissement d'un truc. Mais c'était quoi ton processus pour le film, par exemple? Pour ce film-là? C'est ton premier film? Mais nous, c'est complètement laborieux et irréfléchi dans le sens... Non, mais vraiment, parce que en fait, on a accumulé des images qui n'avaient pas grand sens et même sans grande direction à suivre, ce qui fait que c'était un gigantesque chaos. Et ce qui fait d'ailleurs que, en gros, il y a deux parties du film. Il y a une partie au Pérou où on avait 10 heures de film qui se sont transformées en 40 minutes. Ça, on avait écrit. Donc, on a été un peu efficace. Et le reste, il y a 190 heures qui se sont transformés en 20 minutes. Mais non. Et là, il n'y avait pas d'écriture, donc c'est te dire l'inefficience économique du projet, tu vois. Mais le résultat, ça marche. Ça marche. Mais le résultat, après... Tu l'as pas vu. Après, non, je sais, mais j'ai entendu les critiques, quoi. Il a dit que ça marchait, il a dit sans l'avoir vu, il a le droit. J'ai vu les critiques. J'ai pas vu le film. Mais par contre, du coup, après, pour... assembler tout ça et tout, on a dessiné mais plutôt une écriture de montage, mais une matrice amicale qui vient englober et faire tenir tout ça, tu vois. Donc c'est une trajectoire amicale télescopée par une histoire d'amour et qui raconte ce dont on parlait tout à l'heure. Un début d'ambition et après de deuil amoureux. C'est un énorme taf de... Ah ouais, c'était énorme. Ça a pris 38 semaines de s'enfermer dans des studios. Montage. Ouais, 38 semaines de montage. Là aussi, t'as de la solitude. Là, c'est de la solitude à deux, c'est des prises de bec, c'est des bisbilles, mais c'est trop bien. Et ça doit être dingue aussi du point de vue de la décision, j'imagine. Quand tu décides du montage, au sein de plein de possibilités, surtout s'il y a ce nombre d'heures de rush. Moi, c'est un truc que je connais pas, mais de l'extérieur, ça me fascine beaucoup. Je veux dire, comment tu tranches, quoi. Et c'est perturbant parce que, alors là, c'est une phrase de Stanley Kubrick qui dit, tu n'as pas fini ton montage tant que t'as pas supprimé ta scène préférée. Wow. Non. Si. Et c'est vrai. En tout cas, nous, on l'a éprouvé dans les courts-métrages ou ce long-métrage avec Hugo. Parce que, en fait, t'essayes de tout faire tourner autour de quelque chose que tu veux maintenir, mais que t'as du mal à admettre que c'est pas une bonne idée. que tu devrais la laisser s'envoler et partir loin de ce projet. Et en fait, t'es là à t'entêter sur des trucs et t'essaies de détourner l'histoire. Et en fait, non, il faut raconter ce que le film il doit raconter et ce que les images elles racontent d'elles-mêmes. C'est comme si tu choisissais pas. En tout cas, nous, dans notre processus, parce que si t'écris un scénario, c'est toi qui choisis la ligne et le message qui va contenir. Et le montage, c'est plus académique dans le sens où tu vas devoir bien assembler les scènes et les rendre harmonieuses, mais tu sais déjà le message que le film va porter. Là, nous, on a essayé de comprendre ce qu'on avait fait, mais comme si tu essayais de décrypter dans le labyrinthe d'un inconscient gigantesque. C'est quoi le truc que t'as fait sauter C'est un peu de la psychanalyse, le montage. Mais comme là, tu vois. Je pensé à un truc, parce que tu dis, parce que Kubrick et toi disaient, dites,
ce que Kubrick et toi dites, c'est que peut-être c'est la scène manquante qu'on va entendre et voir le plus. Et il faut que ce soit pas là pour que tout le film le dise. Alors si c'est souligné dans une scène trop démonstrative, ça enlève la puissance du cinéma. Là, il y avait la même idée dans un livre de Pascal Quignard sur la peinture, qui disait que dans un tableau, en fait, c'est ce que tu vois pas qui est au cœur du tableau, c'est la chose qui est cachée, qui est biffée, qui est dans l'ombre, et qu'au fond, c'est l'absent en fait que tu vois le plus, quoi. C'est comme dans les hommes. C'est ce que l'inconscient dont il parle pas et qui verbalise pas, en fait, c'est ça que tu ressens dans son énergie naturelle. Tu sais, Charles, que je sais pas si tu le sais, mais Raphaël, il a été attaché parlementaire et il a dit, j'ai entendu dire que toi, ce que tu voudrais, c'est ce que tu penses de la politique, c'est qu'il faudrait que ça soit un philosophe qui prenne le lead. Ah ouais. T'as pas dit ça? Moi, je pense, comme c'est inenvisageable qu'un seul homme maîtrise avec précision l'ensemble des sujets qui sont à la charge de celui qu'on désigne comme étant le président, et moi je pense qu'il faut juste un homme dont on aime les valeurs et l'humanisme, si tant est qu'on soit convaincu par l'humanisme, et que ensuite on fasse confiance à son jugement pour constituer son équipe. Mais en vrai, c'est pas forcément un animal politique qui a gravité dans ce marigot et qui va, à force de bataille, avoir développé un cynisme qui va le conduire jusqu'au pouvoir. Donc moi je pense qu'on devrait, en tout cas il devrait y avoir la possibilité de pouvoir faire la place du lion à des gens comme ça. Bon, en tout cas, un philosophe. À Pierre Rabhi. Voilà, moi j'avais parlé de Pierre Rabhi. Bien entouré de bons conseillers quand même. Parce que... Ouais, bon. Il faut qu'il constitue son équipe, mais s'il a les bonnes valeurs après, il s'entoure. Ça, c'est Bernard Tapie. Intéressant. Tu devrais la plus grande des intelligences, c'était de savoir s'entourer. Tu veux me parler de la solitude? Bernard Tapie? Non, pas de solitude. Non, de la solitude du politique. Oh là là, je la connais pas. C'est pareil. Mais la cruauté que la profession contient, elle est chaude. Ouais, je savais pas que tu avais été attaché parlementaire. Hein? T'as été attaché parlementaire? Ouais. Mais pas très longtemps. Mais en tout cas, la femme politique. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, moi qui étais complètement floué par une vision enfantine de cette profession et illusionné par le degré de spectacle que j'y entrevoyais, j'ai vu des gens qui s'occupaient de choses très pragmatiques, très concrètes et qui étaient loin d'avoir pour seule préoccupation de jeter de la poudre aux yeux des Français. Et je pense que c'est les hommes qui prétendent à un destin national qui du coup passent plus de temps à communiquer et à faire de l'esbrouf. Des éléments de langage. Des éléments de langage, essayer de nous convaincre avec d'autres choses que l'essentiel, tu vois. Il faut nous convaincre avec un charisme. Dominique de Villepin, il a dit la France, elle a besoin de se faire prendre. Et il a dit ça? Il a dit ça. Et en vrai, je sais pas si c'est vrai, mais souvent on s'en remet à des dirigeants qui nous convainquent plus par leur charisme et la démonstration d'une espèce de chose irrationnelle qui fait qu'on les imagine comme étant des leaders et pas par des valeurs auxquelles on aspire et qu'on voudrait les voir mettre en application. Mais quand même, sur la question sur la solitude de l'homme ou de la femme politique, je pense qu'il y a une vraie solitude dans la confrontation avec le réel qui résiste. En fait, c'est un métier hyper dur, c'est dur d'avoir des résultats. Il y a des cycles économiques, il y a des résistances démographiques. Enfin, c'est un enfer. Il y a une très belle page là-dessus à la fin d'un livre de Max Weber qui s'appelle Le savant et le politique. Mais il compare la figure du savant de celle du politique. D'ailleurs, c'est deux formes de solitude. Et il dit que la vocation de l'homme politique, c'est quand tu as les meilleures valeurs que t'évoquais, Raphaël, les meilleures ambitions, et quand tu as les meilleurs projets, et que ça foire complètement, que le réel résiste, que personne ne comprend ce que tu as voulu faire, et que tu dis quand même, et que tu continues quand même à essayer. Et il prend cette métaphore, il dit, la vocation de la politique, c'est comme si tu taraudais des planches de bois dur, et ça résiste, et tu veux juste avoir un tout petit peu d'effet sur le réel, mais le réel est défini par sa résistance. Et il dit, celui qui continue, quand bien même il aurait consacré l'échec de toutes ses ambitions, et qui y croit encore, et qui dit quand même, et la chute est hyper belle, celui-là seul a la vocation de la politique. Et il faut savoir que Max Weber, donc sociologue allemand, mais il parlait de son père, qui était un homme politique très idéaliste, très humaniste,
Et il a vu enfant son père s'évertuer, insister, persévérer. Et tu vois, Raphaël, c'est Et du justement coup, la désillusion, d'accepter la désillusion Ouais. du réel. de l'accepter, mais de continuer à se battre. Et la désillusion, c'est tout à fait le mot, de continuer, parce que l'illusion, c'est quand tu refuses le réel. Mais dans la désillusion, en fait, tu retrouves le réel. Et c'est aussi une apologie du réformisme contre le révolutionnaire. Parce que le révolutionnaire, c'est des grands mots, mais il ne obtiendra pas grand-chose. Et souvent, le réformiste, qu'on valorise moins du point de vue romantique, il se tape la résistance du réel et au fond, il obtient une amélioration des droits sociaux, il obtient un peu de progrès. Et au fond, c'est ça la solitude, quoi. Ça fait penser à ce que tu disais au tout début, Raphaël, tu sais, sur les créatifs, sur les acteurs, les cinéastes, tout le monde, tout ce milieu-là. C'est la même chose, tu sais, ce qu'il disait c'est la même logique. sur la révolution ou l'invention et tout, c'est toujours du marketing, en fait. On veut raconter un truc et c'est un storytelling qu'on essaye de nous rentrer au chausse-pied dans le crâne, Grave. mais qui est... Mais ça me fait plaisir, Raphaël, qu'on soit d'accord là-dessus, parce que personne ne veut entendre ce qu'on dit. Tout le monde veut entendre, ouais, c'est une pure idée nouvelle, oui, c'est disruptif, oui, on va faire la révolution. Et en fait, la parole qu'on développe, paradoxalement, Parce que c'est vendeur, en fait. une parole beaucoup plus nuancée, beaucoup moins excitante pour les gens. À savoir, vous ne pourrez au mieux qu'être des petits réformistes. De la sueur et des larmes. Je peux vous promettre que de la sueur et des Vous ne larmes. pourrez au mieux que mettre en forme, de façon un peu nouvelle, ce qui a déjà été tenté, et ben, c'est pas hyper excitant. Et pourtant, je pense que c'est la vérité. Bon, en parlant d'excitation et de villepin, on va passer sur l'amour. Vas-y. Charles, en tant qu'enfant, parce que moi j'ai ce problème, c'est que je suis d'accord sur le fond avec toi, mais avec mes yeux d'enfant qui sont avides d'émerveillement, j'ai aussi envie, j'appelle à cet esbrouf-là, au triomphe de l'esbrouf, parce que j'ai besoin et que sans remettre au spectacle, c'est aussi, Mais attends, tu vois, mais t'as raison. On a tous besoin de ça. Mais tu l'as dit de rêve et d'espoir. Mais tu même le dis si avec les lucidité. Moi, c'est pareil, quand j'avais des élèves de 15-16 ans en face de moi, je leur disais pas, vous serez au mieux des petits réformistes. Je leur disais, faites la révolution. Mais c'est parce que je parlais à des gens de 16 ans. Si je parle à quelqu'un de 40 ans ou à quelqu'un de 60 ans, je parle pas de la même façon. Et c'est normal, en fait. Et donc voilà, si tu veux préserver en toi un peu de l'enfant, bah, très bien. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Et d'ailleurs, juste un truc marrant sur ce sujet, c'est que Deleuze disait, la vraie philosophie, c'est rare, c'est quand on crée un concept nouveau. Et c'est la création d'un concept nouveau. Justement, pour le coup, tu vois, Raphaël, totalement nouveau. Et après, il disait, mais en fait, ça arrive une fois tous les 4 siècles. Le reste du temps, il n'y a pas de concept nouveau. Et pourtant, c'est quand même un métier, une pratique, une sagesse. Mais voilà, c'est du réformisme, en fait. Moi, j'avais parlé d'amour, du coup. Bah, allons-y, ouais. Il m'a parlé de Villevin qui voulait prendre la France. Mais... Je sais pas si j'ai été très précis et exact. Non, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas entendu cette phrase. Mais pourquoi t'as cherché? Mais je crois qu'elle est vraie. Hein, attention. Ah, mais je te crois. Tu peux à peu près autant me croire que tu peux croire ChatGPT. 60% de réussite. Exact. À peu près. La solitude de la... C'est marrant, donc je te disais tout à l'heure, pendant le break, on va dire, que moi j'avais vécu une grosse rupture amoureuse, que du coup j'en avais fait une sorte de jeu, c'est des cartes en fait, où j'essaie de capter un maximum d'informations sur la rupture amoureuse, et donc j'ai fait un kit de secours pour cœur brisé, parce qu'effectivement c'est un gros moment de solitude. Mais je voulais savoir pourquoi toi t'avais choisi... Attends, vas-y. T'as trouvé quoi comme réponse? Ah, j'ai trouvé des tonnes de réponses. Il y a des tonnes de trucs dans la psychologie, dans la philosophie... franchement, il y a plein de trucs. Et est-ce que malgré toutes ces réponses que tu as emmagasinées, tu te rends encore disponible et tes chakras sont suffisamment ouverts pour accueillir à nouveau cette illusion que peut être l'amour? Ouais. Donc ça a marché, quoi. Ça, je l'ai fait après, en fait. Le kit de survie a marché. Je l'ai fait après mon aide de sortie, on va dire. Ouais. Après quoi? Après mon aide de sortie. Ah ouais. Tu vois, ça a duré longtemps, ça a duré 6 ans. C'était vraiment long. Ah ouais 6 ans de deuil? Ouais. Non. Ouais. Après une relation de combien de temps? 4 ans. Ah ouais. Passionnel. Ouais. C'était la merde. Mais toi, pourquoi t'as choisi de parler d'amour? Enfin, pourquoi c'est ce thème-là qui est ressorti en principal? Bah, parce que pareil, hein, c'est... Grosse rupture? Des ruptures, on en a tous, mais là, j'étais en train de penser à une rupture qui faisait suite à une histoire de 4 ans, et tes 6 ans, ils sont en train de m'effrayer. C'est vrai que le Tes 6 ratio ans, 4 ils filles, foutent c'est violent, un ouais. cafard. J'avoue qu'il est dur, mais... Un cafard notoire, là.
Mais ouais, il y avait un contexte particulier. Non, et bah tout. pourquoi Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Le contexte particulier, déjà, c'était une histoire passionnelle. Ouais. Elle m'a jamais expliqué pourquoi elle était partie. Je sais pas pourquoi on a rompu. Même maintenant, je sais toujours pas. Je vais poser la question et tout, jamais su. Ouais. C'était quoi, une disparition, un ghosting en règle? Non, pas ghosting. Un jour, elle m'a dit, ouais, je sais plus où j'en suis. Ça s'est arrêté. Enfin, elle s'est passée de la passion à rien et j'ai jamais su. Fin de l'histoire sans explication, même pas un paragraphe? Rien, non. Non. Et dans ton kit de survie, il y a quoi comme solution par rapport à ça? Par rapport à ça, je pense que ne pas savoir, c'est le pire. Ça, c'est la grosse Tu peux galère. pas faire le deuil, c'est comme les gens, dont un membre de la famille disparaît, quoi. Ouais, c'est comme le suicide, je pense. Tu vois, c'est un peu dur, je pense. Enfin, je sais pas, mais Ouais. j'ai pas connu ça moi pour le coup, mais je pense que c'est un moment qui est dur à comprendre quand t'as un ami ou quelqu'un de ta famille ou peu importe qui s'en va comme ça. S'il y a pas d'explication, c'est dur. On n'est pas suffisamment éduqué à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Non. Bah, en tout cas, tu vois, Raphaël, franchement, j'adore cette idée, tu vois, de pas chercher à tout comprendre, qu'il faut accepter le mystère des choses et tout, mais quand tu te fais quitter, c'est un peu plus dur, tu vois, d'accepter le mystère à ce moment-là, tu vois. C'est super dur. C'est ça qui est violent, justement. C'est là que tu comprends Si que... mystère il y a, parce que parfois il y a des raisons pratico-pratiques. Ouais. Mais donc t'as fait c'était à l'origine du film, il y a une vraie À rupture. l'origine du film, c'est des aléas sentimentaux qu'on traverse tous, avec plus ou moins de rapprochement au projet en lui-même. Non, bah après, pourquoi parler d'amour? Bah parce que c'est la plus inestimable et la plus enivrante de toutes les drogues qui nous est proposée, à la fois la plus saine et la plus destructrice. C'est clair. Et tu sais que l'amour, ça fait sécréter 8 hormones, je crois, du plaisir, au rang desquelles il y a l'ocytocine, la libérine, enfin tout un La cortège. dopamine et compagnie. Ouais. Et qu'aucune des drogues, même les plus fortes, type l'héroïne, ne peuvent se targuer d'en faire sécréter autant. Ça, j'en suis sûr. Je crois que l'héroïne, c'est 4 hormones du plaisir. Voilà. Donc c'est Je peux vraiment, tester. c'est vraiment le truc le plus destructeur qui soit, et à la le fois plus jouissif. le plus enthousiasmant. Bah ouais, c'est clair. Et en même temps, malgré tout, je pense qu'on reste quand même seul, même quand on est amoureux, même quand on est aimé, et que justement, le malheur, c'est quand De se fondre. Ouais, c'est ça, c'est quand tu comprends pas que, quand tu voudrais que être aimé fasse que tu ne sois plus seul face à toi-même. Est-ce que ça te met des angoisses, Charles, quand quelqu'un te dit, nous, on pense, et qu'il parle au nom de son couple? Ah ouais. Et que, Alors nous, on adore le Maroc. moi, j'espère ne jamais dire ça. Nous, on adore le camping. Et puis nous, on a adoré ce film. Ouais. Tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle La Rencontre, où justement je critique cette idée et je dis que ce qui est beau, c'est on peut aimer d'ailleurs le Maroc tous les deux, mais pour des raisons différentes. Ah. On peut avoir aimé le film, mais en ayant vu le film avec des yeux différents. Ah, j'avoue. Et je pense que le secret de l'amour qui dure, c'est vraiment de rester deux, tu vois. Et de rester seul, chacun dans son coin, Ouais. avec à sa disposition un jardin secret qui reste inviolé. Et de respecter ça chez l'autre. C'est hyper dur d'ailleurs. Exactement. De respecter ça chez l'autre. Il y a des moments où l'autre, il est dans son monde, dans sa rêverie, dans son jardin secret, dans son émotion. Et en fait, la pente naturelle de l'amour, c'est d'être intrusif, c'est d'être possessif, c'est de ne pas respecter ce mystère de l'autre. Et je pense que l'amour en mourra et que les couples se séparent à cause de ça. En même temps, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Hein. Non, De c'est respecter, au fond, de respecter la solitude de l'autre. Parce que si tu respectes cette solitude, ça peut être reçu par la partie adverse. La partie adverse, c'est pas un bon, c'est pas un bon mot, Raphaël. Non, mais je parle avec un langage juridique, mais Ouais. ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être perçu comme une forme de détachement condamnable. Ouais, Ouais. mais en fait, bien sûr. Et d'ailleurs, ça, parfois, c'est le cas. Mais parfois, c'est pas le cas. On peut tout à fait se soucier de l'autre, essayer de l'aider, d'être généreux, d'avoir le cœur ouvert, mais tout en sachant qu'on sera jamais à la place de l'autre. On n'a pas son enfance, on n'a pas sa névrose, on n'a pas ses angoisses, et c'est tant mieux. Mais ça veut pas dire qu'on est là pour l'autre, mais on n'est pas à la place de l'autre. Et on reste deux. Et c'est exactement ce que voulait dire Platon quand il a dit que l'amour, c'est l'expérience de l'altérité, et que donc il faut aimer pour pouvoir philosopher. Quand il dit qui n'a jamais aimé
ne peut pas être philosophe, ça veut dire ça. Ça veut dire que pour être philosophe, il faut se mettre à la place de l'autre, et que aimer, c'est se mettre à la place de l'autre, mais il ajoute, mais évidemment que c'est impossible. Parce que l'autre, c'est l'autre, et moi, c'est moi. Et ça, on l'oublie. Il y a... c'est magique quand même, c'est possible de se mettre à la place et de L'empathie. comprendre un point de vue sans pour autant que comprendre veut dire accepter, ou même trouver juste. Mais tu peux genre comprendre que l'autre soit à cet endroit de la réflexion et que les deux visions elles soient au final irréconciliables. Je pense que tu peux être transporté vers l'autre. Tu peux à un moment te mettre à sa place pour essayer de ressentir ce qu'il ressent, notamment quand tu l'as blessé. Et tu peux essayer de montrer à l'autre que tu as compris pourquoi il l'a mal vécu. Mais in fine, ça reste extrêmement difficile de se mettre vraiment à la place. C'est impossible parce qu'on a toute une histoire personnelle, tu as tout un passif, des névroses. Tu peux pas te mettre dans les crises de couple récurrentes qu'en fait, en vérité, c'est hyper dur. En vérité, on n'y arrive pas. Notamment sur les questions de jalousie, de possessivité. Parfois, il y a des différences de vision qui sont inconciliables, au fond. C'est clair. C'est hyper dur. Et au fond, ce que disait Raphaël aussi, le respect, c'est d'accepter de pas comprendre et de pas devenir fou, quoi. Et ça, c'est très dur. Ouais. Et d'ailleurs, la pente de l'amour, c'est de dire mon amour, mon bébé. De se faire des promesses, c'est de se faire des promesses. Ouais. Promesses intenables. Je t'aimerai toute ma vie, jusqu'à la fin. Ça, c'est une pente dangereuse quand même, la promesse, non? Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Ouais, je pense que c'est beau la promesse. Bah ouais. Mais Tu penses pas que c'est mensonger? C'est inévitablement mensonger. Celle-là, en tout cas, elle me paraît dangereuse. Mais t'aurais pas envie de dire ça à mais quelqu'un? t'as envie, mais tu le dis, évidemment que tu le dis. Tu le dis, c'est ça. Mais force est de constater, au sortir de certaines relations, que elles n'avaient pas de fondement. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que, tu vois, par exemple, professionnellement, tu mets une pierre, puis t'ajoutes une pierre par-dessus, et tu construis un édifice qui va pas s'effondrer au moindre coup de vent comme un château de cartes. Et qu'en amour, il y a beau avoir le nombre de compromis, le nombre de reconnaissance de ses torts, le nombre d'efforts, tout ce qui peut être ajouté comme de possibles pierres, en fait, c'est que des morceaux de paille, et que tout s'envole à un coup de vent, et que c'est vrai que c'est bizarre. Il y a un truc de devenir étranger l'un à l'autre en une fraction de seconde qui est une des choses les plus terrifiantes qu'on ait à traverser dans toute notre existence. Mais après, est-ce que tu crois que tu désaimes les gens, vraiment? Moi, je les aime pas. Moi je les aime pas non plus. Les gens que j'aimais et tout. Mais par contre... c'est une pratique, mais je sais pas... si je pense... Moi, j'ai pas désaimé, parce que j'ai aimé, sentimentalement, 2 personnes. Mais j'ai pas désaimé. Mais par contre, j'observe autour des gens qui désaiment pour une raison quand même. Ouais, c'est vrai, ça arrive. Mais juste un truc sur la promesse. Je me faisais cette réflexion en t'écoutant. En fait, quand t'es hyper bien avec quelqu'un, que t'es envahi par un élan d'amour, bah, c'est pas que tu lui fais une promesse de l'aimer jusqu'au bout. C'est que tu le ressens comme ça. Et justement, si tu fais la promesse, c'est que tu le ressens pas comme ça. Et c'est comme l'engagement du mariage. C'est parce que tu le ressens pas suffisamment fort que tu as besoin de t'engager ou que tu as besoin de cette promesse. Mais parfois... Ou que l'autre te braque cette promesse. Voilà, mais en vérité, souvent quand tu es pris par l'élan d'amour, il te semble évident que ça va durer pour toujours. Et du coup, il n'y a pas besoin de promesse, il me semble. Justement. Ouais, mais tu les fais quand même, non? Je sais pas, non. Et en fait, du coup, parce que pour moi, ton film, c'est un docu-fiction. Tu vois, Raphaël. Ouais. Et du coup, mais en fait, le fait que tu parles d'amour et de solitude, c'est en fait, c'est pas que de la fiction, c'est parce que c'est lié à ton histoire aussi. Non, en fait, c'est vraiment de la fiction. Mais en vrai, le cadre est documentaire. Tout ce qui tient du contexte est documentaire, mais à l'intérieur, c'est truffé de rapports fictionnels et de relations fictionnelles, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Mais par contre, genre, c'est parce qu'en fait, moi, je suis passionné de documentaires et je trouve que c'est compliqué en fiction. L'objectif, c'est de retranscrire une forme de naturel, mais il y a trop de barrières, des costumes au maquillage, au dialogue, en passant par les mouvements, la mise en scène. Il y a trop de barrières qui doivent être surmontées pour atteindre une forme de naturel. Tandis que si les images et les situations, elles sont captées dans un cadre documentaire, mais que c'est de la fiction, bah déjà, tu t'évites
un nombre de Ouais, barrières tous ces qui peuvent trucs, entacher la justesse et la crédibilité, tu vois. Mm, mm. Donc du coup, moi ça fait longtemps que j'avais envie de faire un docu-fiction et tout. Et avec Hugo David, on a pu faire ça. Mais c'est vraiment une comédie et une fiction. Ok. Et j'allais dire, parce qu'en fait, tu parlais d'Hugo, mais voilà, je connais pas vos relations et tout, mais ça m'a fait penser à l'amitié, et je me suis dit, est-ce que la rupture qui te rend le plus seul, c'est pas la rupture d'amitié? Tu vois, un truc on n'en parle pas trop, mais j'ai jamais vraiment eu de rupture amicale. Ah ouais? Pas vraiment. Ah, je Toi, pense t'as que déjà c'est eu? très dur une trahison d'amitié. Ah ouais. Ça fait très mal. Hein. Et surtout que... Moins mal que l'amour quand même. Même si l'amitié c'est l'amour sans Putain, sexe. moi, je trouve que c'est plus dur, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Enfin, c'est Moi, pas j'ai pareil. l'impression que tu mets tellement plus de temps, d'énergie, d'implication Bah, c'est justement dans par une rapport relation amoureuse que le niveau de la trahison et ses conséquences, elles sont démentielles. Là, en amitié, C'est ça- plus solide, quand même, une amitié à la base. Ouais, Non. c'est beaucoup plus solide et tout ça, plus durable. Enfin, je trouve, et d'expérience pour moi. Mais en tout cas, la trahison, je sais pas, moi, je la vis avec moins de... Bah, j'ai quand même l'impression que tu peux avoir dans une histoire d'amour une trahison qui est liée au désir ou même à la pulsion. Quand même, quelque part, tu peux l'accepter plus facilement. Mais une trahison d'amitié qui est une trahison sans même qu'elle soit motivée par le désir, c'est violent. Il y a un très beau livre là-dessus, c'est les Morsures de l'aube de Tonino Benacquista. C'est l'histoire de deux potes qui sont des gate-crashers, qui s'inclusent dans des cocktails qui sont un peu semi-SDF. Et ils sont les meilleurs amis du monde, ils vivent une vie de dingue en improvisant comme ça, de squat en squat. Et puis finalement, il y en a un qui a réussi à rentrer dans la haute société, qui devient ambassadeur, et il abandonne son pote, Wow. et il est infidèle à leur amitié. C'est un très beau livre. Hmm. Il y a ça dans le film. Il y a des ruptures amicales et sentimentales. Ah, c'est attends, bah oui. Non, mais c'est les deux thématiques qui sont explorées. Mais attends, c'est quoi le titre, pardon? Les Morsures de l'aube. D'ailleurs, ça a Morsures été de l'aube. adapté au cinéma avec Guillaume Canet, Ouais. mais le film est pas du tout aussi bon que le livre. Désolé, Guillaume. C'était qui les amis de Guillaume Canet et qui? Guillaume Canet, il joue l'un des deux, et je me demande si c'est pas aussi lui le réalisateur. Mais il est pas mal son film. Mais c'est juste que le livre, pour moi, est vraiment très très puissant. Tu peux revenir, Charles, sur ce que c'est qu'une relation platonique? Parce qu'en fait, c'est hyper beau, la relation platonique. Ouais. Tu vois, on en a fait un truc, parce qu'on l'a fixé par rapport à l'amour, mais en fait, c'est un truc qui Platonique. transcende. Ouais, bien sûr. Platonique, c'est plutôt platonicien. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu vas accéder à l'idée de la beauté et que tu vas passer par le corps, mais pour dépasser le corps et accéder à quelque chose de spirituel. C'est ça. Et donc, en ce sens-là, c'est plutôt érotique que le contraire de l'érotisme. C'est-à-dire que tu passes par le corps pour arriver à l'esprit, mais tu passes quand même par le corps pour être dire pour pouvoir le coucher. Ah, c'est Et vrai? donc, bah, bien sûr. Et donc, Ah, je savais pas. donc ça, c'est devenu un contresens. On dit l'amour platonique, c'est qu'à force de pas coucher, à force qu'il n'y ait pas de sexe, il y a une cristallisation et ça fait naître quelque chose de spirituel. Et c'est un contresens total par rapport au banquet de Platon, qui est un livre chaud, hot, érotique. Simplement, à un moment, tu passes à autre chose. Mais tu peux passer à autre chose, donc à l'esprit et aux idées, parce que tu es bien passé par le corps. Ah, donc c'est quand t'es ami avec tes ex, quoi. Ouais, exactement. Et que Ouais. tu consommes encore, du coup. C'est ça que t'entends parler? Bah, a priori, non, tu consommes T'arrêtes plus. plus, Parce que tu as compris que ce qu'il y avait de si excitant dans le corps, c'était l'idée. Voilà. Ah, Ouais. ok. En fait, l'érotique platonicienne, c'est aussi te dire que l'idée est désirable, que le spirituel est désirable. Donc c'est sûr que c'est assez excitant, et qu'en plus, ça dit la vérité d'une histoire où il y a plusieurs phases. Voilà, et au début, t'es très excité par le corps, et puis après, tu comprends que le corps, en fait, symbolise autre chose, quoi. Et donc, c'est un processus ascensionnel, comme une élévation de l'âme. Hmm. Est-ce qu'il y a déjà eu, j'étais en train de me demander, parce que là, tu parlais du corps, mais est-ce qu'il y a déjà eu un couple qui, sur Terre, peut dire qu'au terme de 40 ans de relation, il est encore plus excité qu'au début? Je pense que ça existe. Hein. Ouais, ça existe, ouais. Il y a Esther Perel, qui est une thérapeute hyper connue. Tu penses que ça existe, ça? Bah ouais. Mais en tout cas, tu vois, hier, je recevais à la radio, dans mon émission, d'ailleurs, faudrait que tu viennes, si tu veux, sous le soleil de Platon. Voilà, on fait des invitations, on fait des rencontres. C'est Je joli. recevais Ariane Ascaride, qui est avec, Robert Guédiguian. ouais, depuis 40 ans. Et bon, alors, je sais pas tout ce qui se passe entre eux, mais elle en parlait, elle avait des étoiles dans les yeux, elle disait que il la rendait folle, qu'ils s'engueulaient, qu'ils se réconciliaient, et que depuis 40 ans, ils restaient énigmatiques l'un aux yeux de l'autre, que le mystère, qu'ils se connaissaient très bien, mais qu'il y avait des choses qui les étonnaient encore.
tu vois, c'est un bon exemple. Je pense que, ouais, il y a des exemples comme ça de gens qui il faut se réinventer aussi, je pense qu'il faut. Et puis, là, tu parles d'étonnement, tu parles d'esprit. Ouais, d'étonnement, exactement. Mais. Sexuellement. De corps. Est-ce que. C'est lié quand même, tu vois. Moi, je pense que c'est lié aussi. Ouais, je sais pas, je l'ai pas demandé pour tout te dire. Mais tu vois que c'est Esther Perel, Raphaël, ou pas? Et qui ça? Esther Perel, c'est un truc. C'est qui? C'est une thérapeute de couple hyper connue. Et en fait, elle dit elle dit deux trucs. Elle dit l'amour, c'est pas un truc que tu fais, c'est un endroit où tu vas. Et un deuxième truc, c'est que tu peux avoir t'as plusieurs relations dans une vie, mais tu peux avoir plusieurs relations avec la même personne. Ah oui. Tu vois? Moi, je crois beaucoup à ça. Moi, on m'avait expliqué que quand, dans une relation, à un moment, il y a une forme d'essoufflement, c'est que c'est la fin. Après, c'est quelqu'un qui me parlait en fonction du fait que je fais le métier de comédien, mais c'est la fin d'un personnage. Tu n'arrives plus à jouer le personnage sexuel que tu tenais depuis tes débuts. Et donc, il faut que tu acceptes de prendre un nouveau costume, une nouvelle identité, et que tu trouves le nouveau personnage sexuel que tu vas avoir à jouer. Oh, wow. Parce que désormais, la relation a changé, les rapports se dessinent autrement, et que du coup, il faut que tu trouves le nouveau personnage adéquat à interpréter. Ouais, c'est marrant, mais est-ce que tu crois pas que tu peux changer de personnage même dans la même journée, dans la même nuit, tu vois, bah oui, tu peux, ouais, j'espère. Non? Ça devient très chaud, là. T'as peur de perdre ta solitude? Parce qu'en fait, j'ai compris, Raphaël, que toi, c'est un truc auquel tu tiens, la solitude. Ouais. C'est ce que je comprends. T'as pas peur de la perdre avec la notoriété? Non, franchement, c'est comme je te disais au début, on n'est pas des Américains. Et en plus, il y a beaucoup de fantasmes. Ceci du storytelling. Mais il y a beaucoup de fantasmes. Tu sais, les passages, on va dire, médiatiques, ils sont tellement fallacieusement présentés avec papa, et là arrive sur le plateau avec de la musique, avec un bon maquillage, une bonne tenue, que c'est une présentation sournoise et inexacte, et que la vérité elle est pas faite de ça. La vérité, le quotidien, il est fait de se lever, faire son petit sport, faire ses petits appels. Tout est fastidieux, tout est laborieux, de se confronter à mille et une problématiques, mais comme tout un chacun. Okay. Donc en vrai, la vérité du quotidien, elle est pas différente de celle d'un autre, tu vois. Il y a les mêmes tracas, tu vois, même le volume de tracas. Ok. Donc du coup, et c'est beaucoup plus artisanal, je pense, que les gens ne l'imaginent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ok. Et l'isolement, c'est pas un truc qui te fait peur, du coup? Parce qu'en fait, c'est vrai que ce que disait Charles tout à l'heure, c'est que... quoi t'as dit, pardon? L'isolement. L'isolement? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas pareil, la solitude et l'isolement. Ouais. L'isolement, c'est quand t'es pas choisi, quoi, en fait. Oui. Moi, l'isolement, j'aimerais le contrecarrer une bonne fois pour toutes en faisant des enfants. Ah, ouais, ok. On revient à l'amour. Pour créer un lien du sang, qui est la chose la plus inestimable qui soit, en tout cas dans mon esprit aujourd'hui. En même temps, tu sais pas ce que tu vas... Enfin, tu sais pas parce que t'as des enfants que... Mais en fait, je sais ce que j'y ai trouvé dans mes liens du sang à moi, quand bien même ils soient pas le fruit d'un enfantement. J'ai mon frère, ma sœur, ma famille, tu vois. Et le lien du sang, pour moi, c'est hyper fort. Il a une pérennité qui le rend inestimable. Je suis d'accord. Mais après, je pense que tu vois, par rapport à ta question, Grégory, ça se cultive dans toute une vie, quoi. Les liens, tu vois, l'amitié. Je suis complètement d'accord. La disponibilité à la rencontre, casser les bulles d'entre-soi, arrêter de voir tout le temps les mêmes personnes, arrêter d'être tout le temps au même endroit en vacances, sortir des rails de certitude idéologique. Tout ça, c'est un travail de toute une vie, de se rendre disponible. Et à la fin, quand on est vieux, on reçoit ce qu'on a construit. Et si l'étau se resserre et qu'on se retrouve isolé, parfois, pas toujours, évidemment, parfois la vie est dure, mais parfois c'est qu'on n'a pas été assez disponible. Il y a une phrase du poète allemand Hölderlin qui dit « Viens, ami, entre dans l'ouvert ». Et je pense que cette ouverture du cœur, cette ouverture des neurones, ça se travaille, quoi. Et c'est ça, c'est une forme de sagesse, quoi. Mais là, toi, ce que tu dis, c'est de se rendre disponible et tout. Mais du coup, il y a du changement permanent. D'avoir du temps aussi pour les autres, tu vois. Ouais, mais il y a aussi du plaisir, parce que tu parlais des gens qui partent toujours en vacances au même endroit.
Moi, je Dans la vois routine. des gens qui partent toujours dans le même camping, dans le Ouais, même ils sont contents, tu veux au me dire. même emplacement. Ouais. Et j'en vois de très près puisqu'il s'agit de mes parents. Tu veux dire, ils sont contents. On les embrasse. Il y a une forme de contentesse et de bonheur qui s'attache à la répétition d'une Ah, routine. non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que la routine étant inévitable, on doit se forcer à tomber amoureux de la routine parce Attends, que je suis c'est une illusion. que Non, mais de si croire tu veux, que- c'est un sublime sujet. Évidemment Ouais. que tu peux sais jamais 2 fois pareil. Je pense que tes parents, faudra que tu m'y présentes. À chaque fois qu'ils arrivent dans leur camping, eh ben, la météo est pas la même, c'est pas exactement pareil. Ouais, ouais. Et justement, Ils ont il y pas a- les mêmes il y a- états d'âme. Il y a un truc Ouais. délicieux dans les petites variations qu'on apprécie justement parce qu'il y a une répétition. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais attention, il faut aussi créer de l'espace pour de la nouveauté. Et je pense qu'il y a une dialectique à trouver entre prendre ce qui est bon dans la bonne répétition et se méfier de ce qui est toxique dans la mauvaise répétition. Et il y a un moment où il faut quand même casser un peu des logiques de répétition pour qu'il y ait une place juste pour la nouveauté. Et voilà, même si tu fais une thérapie, tu vas répéter des séances, mais à un moment, il y a une place pour la nouveauté. Et je dirais même, pour aller dans ton sens, peut-être plus que tu ne le crois, c'est que quand on accepte un peu de la bonne répétition que tu évoques, elle va préparer le terrain pour la nouveauté. Tu vois, c'est comme une danse, et tu consens à la routine, et de fait que tu consens, s'ouvre un espace pour le jaillissement de quelque chose de neuf. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Mais il faut pas que ce soit un enfermement, voilà. Ok. Tu laisses beaucoup de place, toi, Raphaël, à l'amitié? Tu vois, c'est genre, Ah tu vas ouais. prioriser l'amitié. Moi, je suis plus ce que décrit Charles. Charles. Moi, il n'y a pas d'hermétisme. Et c'est vrai qu'on rencontre tellement de gens. Ouais, Grâce à ce métier, en fait, il permet ouais, j'avoue. de croiser. Franchement, je sais pas à quelle fréquence, mais c'est très régulier. changeant, très mouvant, au point d'être parfois dangereux, et au point de rendre difficile l'établissement de choses routinières Ouais, aussi. ouais, Donc ouais, c'est- ouais. Mais moi j'aime bien et franchement ouais, je laisse de la place. Je suis ouvert. Moi en fait, dès que je rencontre un nouveau magicien du quotidien, une magie de l'existence, quelqu'un qui m'inspire et qui me fascine. Moi, je suis vraiment en recherche de cette forme-là d'émerveillement, de croiser quelqu'un qui me raconte son parcours et dans sa façon de penser, ses modes de réflexion, son expression, ses gestes, ses attitudes, ses regards. Il y a des gens qui me magnétisent à un tel niveau. Ça te touche, quoi. Ah, mais c'est au-delà du réel. Et je pense qu'on est plus, tu sais, on parle des artistes et tout comme Ouais. étant des sources d'inspiration, mais les sources d'inspiration, elles sont bien loin des sphères artistiques et des gens qui font de l'artistique une profession, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas les artistes, ils sont partout. Bah, c'est vrai. Ouais. Ils savent transformer le Et ils- réel, peut-être. Et ils sont encore plus artistes, parce qu'ils le savent même pas. C'est comme quelqu'un qui est beau, il est encore plus beau s'il sait pas qui est beau. C'est pas faux. Du coup, les artistes, moi, il y en a, mais je me dis, mais si seulement il avait conscience de la magie qu'il génère et qu'il acceptait d'en faire profession. Moi, il y a des gens, j'essaie de les convaincre. Mais après, c'est trop dur, tu peux pas devenir artiste. Ouais, bah non. Faut avoir si envie aussi, Si on hein. doit te prendre par la main pour devenir artiste, bon, bah, tu n'y arriveras pas parce Bah que non. de toute façon, hein, c'est le fruit d'un acharnement et d'une obstination qui empêche que ce procédé-là fonctionne. Toi, t'es déterminé? Ah, moi, plus que déterminé. Franchement, ouais, je suis très... En tout cas, quand j'ai une idée dans la tête et tout, que j'ai envie d'arriver à la concrétisation, Ouais. je sais que je me dis pas, je m'effraie pas de voir des obstacles surgir ou des difficultés et que je suis dans l'acceptation vis-à-vis de ces choses-là. Et en fait, comme j'ai vu que les choses, elles se font, j'ai vraiment réalisé dans mes chairs que les choses, elles se font petit à petit et à des échelles vraiment microscopiques. Les progressions, elles sont vraiment, voilà, minimes chaque fois. Et ben, j'accepte ce processus et voilà, j'accepte Cool. que ça aille doucement. Et toi, Charles, ton rapport tu laisses du temps aux amitiés? Ouais, mais je remarque quand même quelque chose d'un un peu douloureux, c'est que on se fait quand même, avec l'âge, moins d'amis pour la vie que quand on Ouais. était adolescent. Ça, c'est Et sûr. l'explication, c'est qu'on a moins de temps à perdre et que pour rencontrer quelqu'un, Ça faut prend avoir du temps. du temps à perdre avec lui. Il faut pas être pressé, il faut pas avoir de but spécial. Et cette disponibilité, ben, c'est pas pour rien qu'on voit bien que la plupart des amis qu'on se fait pour la vie, on s'est fait à l'adolescence. Quand on pouvait traîner des heures, des nuits, des semaines,
sans but d'autre que de se rencontrer et de profiter de cette rencontre. Je peux te dire un truc. Alors, attention, je pense qu'il faut lutter contre ce penchant et essayer, en vieillissant, de garder cette disponibilité, évidemment. Ouais. Parce que nous, on parle de ça dans le film. Ouais. À un moment où on dit qu'on pense avoir perdu du temps, et en fait, on a gagné du temps à en perdre. Parce que Ouais, la c'est nature sûr. des relations qu'on a créées, elle est d'une puissance inégalable. Mais il y a aussi un truc, c'est la perception du temps qui passe. Et on m'a expliqué que, à l'échelle d'une vie moyenne, par exemple, d'un individu qui vivrait 80 ans, entre 0 et ses 16 ans, c'est pour lui, dans son esprit, la moitié de sa vie. Et qu'après, Ouais, c'est marrant. à force d'apprivoiser le temps qui passe, en fait, de 16 à 80, c'est l'autre moitié. Donc, en fait, maintenant, c'est pour ça que tu n'autorises plus de perdre du temps, c'est parce que pour toi, il passait une vitesse qui Ouais, c'est s'approche vrai. de celle de la Et vie. pourtant, c'est important de le passer ce temps, je trouve. Ouais, et puis on se rend bien compte, même au-delà des rencontres comme ça, amicales ou amoureuses, c'est que quand on est en train de bosser et qu'on est hyper speed, à force de pas vouloir perdre de temps, on en perd parce qu'on est agité, on est éparpillé, on n'est pas conscient, on n'est pas attentif. Et si on se dit, OK, je vais prendre mon temps, finalement, ça s'accélère, on fait les choses mieux. Donc, comme tu l'as très bien dit, on gagne du temps en acceptant d'en perdre, quoi. On va devoir s'arrêter. Il y a un truc que je t'ai pas dit, Raphaël. Ouais. Mais je vais te le dire maintenant. Je pense que Charles, comme il est déjà venu sur le podcast, il le sait. La dernière question que je pose à chaque fois, c'est le podcast s'appelle Vlan, donc à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Tu peux soit ouvrir, soit claquer, soit les deux, comme tu veux. Attends, j'ai pas compris. C'est Ouvrir ou claquer la porte. À un truc, une idée, un concept, ce que tu veux. un concept? Ouais, qui est lié à la discussion qu'on a eue, quoi. Ouais, au mensonge de la fulgurance dont on parlait au début Ouais, et ouais. de cette illusion que les choses se font rapidement. Ok. Charles? Ouais, j'avais oublié, tu me diras cette fin. Je voudrais ouvrir la porte à la curiosité vraie pour l'altérité. Voilà, on a beaucoup parlé de ça. Et pas essayer de projeter sur l'autre tout ce qu'on sait et pas essayer de le comprendre tout le temps, de le posséder, mais juste d'être ébloui par cette altérité. Donc, ouvrir la porte à cet éblouissement. Et puis le Vlan, quand tu claques la porte, aujourd'hui, c'est claquer la porte sur le nez de l'identité. J'en peux plus des gens qui disent « moi, je suis ça, moi, je suis de gauche, moi, je suis gay, moi, je suis hétéro, moi, je suis français ». On n'en peut plus. Ne soyez pas ce que vous êtes. Ouvrez-vous à votre multiplicité. Laissez-vous flotter. Voilà, laissez-vous flotter dans une sorte de vent de liberté et de multiplicité. C'est Voilà, la société liquide de Bowman, ça. par exemple. Merci beaucoup à tous les deux, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.